16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, acteur et metteur en scène de théâtre et de cinéma. Il a obtenu le Molière de la mise en scène pour Voyage avec ma tante de Graham Greene. Il était venu nous voir également pour le procès Goldman de Cédric Kahn au cinéma, mais aussi pour les pièces Le Mystère Sunny et Monstre Sacré. Aujourd'hui, Nicolas Briançon vient nous voir pour On ne se mentira jamais d'Éric Assous, mise en scène de Jean-Luc Moreau avec Evelyne Bouix au Théâtre de Paris. Et c'est, comme toujours, l'occasion de redécouvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h, 16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Nicolas Briançon. Bonjour Cyrielle, comment ça va ? Ça va très bien et vous, comment ça va ? Moi, très bien, chaque fois que je viens ici. Je vais plutôt très bien, on a un peu de temps, on peut discuter. C'est très agréable. Je suis ravie vraiment de vous revoir. Bon, vous le savez, Nicolas Briançon, je ne le cache pas, je vous adore. Vous faites pour moi partie... Mais je vais rougir, c'est immédiatement. Vous faites partie des acteurs que j'estime le plus dans notre génération, à notre époque, aujourd'hui, vous faites beaucoup de scènes, évidemment, mais votre talent est omniprésent, on va le voir dans un instant. Et j'ai envie, bien évidemment, qu'on redémarre par le début, toujours le début, pour tenter d'aller encore plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire bien d'habitude. Nicolas Briançon, vous êtes né un 29 juillet dans les années 60 à Chambéry. Vous avez grandi avec un papa magistrat dans un monde très loin du monde artistique. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi pour les auditeurs qui auraient manqué nos rendez-vous ? Alors, parler de l'enfance, c'est toujours complexe parce qu'on se réfère à ces souvenirs qui ne sont pas toujours... peut-être pas toujours juste. Je sais que puisque j'ai deux frères, on parle de l'enfance, donc je suis obligé de parler de ma famille, mais j'ai deux frères aînés avec qui j'ai un peu de différence, puisqu'il est né à 8 ans de plus et l'autre 7 ans de plus, donc j'étais vraiment le petit dernier. Quand ils m'entendent de temps en temps dans des émissions, ils me disent « Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'était pas du tout ça. » Enfin bon. Donc on a chacun notre vision de ce qu'a été notre enfance et du rapport qu'on avait avec nos parents, etc. Alors moi j'étais le petit dernier, donc c'était là un sentiment assez étrange, c'est-à-dire qu'à la fois on m'a laissé énormément de liberté par rapport aux aînés. Mais non seulement finalement on m'a laissé de la liberté, mais on m'a laissé surtout dans une certaine solitude finalement. C'est-à-dire qu'on me foutait la paix, j'étais un peu seul à me débrouiller avec moi-même. Et comme j'étais un enfant plutôt sage, plutôt docile, plutôt calme, qui n'était pas dans la révolte, en tout cas, qui ne l'affichait pas, ça se passait bien. Voilà. J'ai le souvenir d'une enfance un peu ennuyeuse jusqu'à la découverte de ce qui deviendra à 13 ans. Ma vie, oui, 13, 14, je sais plus, mais quand j'ai commencé à m'intéresser au théâtre, puisque c'était ça le départ. C'était pas le point de départ, c'est même pas l'envie d'être acteur ou l'envie de jouer. Je connaissais pas grand chose à tout ça dans le fond. Le point de départ, c'est d'être dans un théâtre. Est-ce que c'est sortir de la solitude ? Ah ben oui, parce que par exemple, je me souviens très bien. En fait, j'ai fait la première fois que je suis rentré dans un théâtre, c'était pour faire de la figuration dans un opéra de Verdi qui s'appelle Falstaff au Grand Théâtre de Bordeaux, qui est sans doute un des plus beaux théâtres de France. Et donc, je suis arrivé, je me rappelle très bien, ma première répétition était un dimanche après-midi. Et rien que ça, déjà, c'était extraordinaire. Parce que pour moi, le dimanche, c'était la pire journée de la semaine. C'est-à-dire le déjeuner en famille, gigot d'agneau flageolet, côte du Rhône aux gazeuses, millefeuille. Puis les adultes qui parlaient dans les fumées de cigarettes. À l'époque, on fumait devant les enfants, on fumait dans les pièces, on n'ouvrait pas les fenêtres. Enfin, c'était tout un moment. Quand je raconte à mes enfants que mon père me promenait dans la R16 familiale, avec en fumant dans la bagnole, fenêtre fermée. Ils sont, et le cendrier en plein milieu qui débordait. Et donc, je suis arrivé pour répéter, alors que je connaissais rien à rien. Et j'ai découvert à la fois l'endroit, le lieu, la magie, les planches, le rideau ouvert, la fosse d'orchestre, l'orchestre dans la fosse, le chef, les chanteurs qui m'apparaissaient comme des êtres surdimensionnés des dieux vivants, les danseuses. Et je me suis dit, c'est là que je veux vivre. Je veux vivre ici, je veux être là-dedans. Mais très franchement, comme je ne savais pas du tout vers quoi diriger ma vie, je n'avais pas de centre d'intérêt. Je me disais, tout ira, régisseur, accessoiriste, vivre dans le théâtre, et gardien, d'être dans la loge à l'entrée,
tout ça, c'était envisageable pour moi. Vous allez donc prendre des cours de théâtre, suivre des cours au théâtre de Bordeaux. Est-ce que vous diriez que depuis, rien d'autre n'a eu plus d'importance dans votre vie que le théâtre qui a été les premiers émois, on peut dire ça comme ça, avec La Passion? Et est-ce que vous diriez, Nicolas Briançon, que depuis, votre carrière est comme une partition tracée? Alors, il y a plusieurs questions. Oui, c'est la chose la plus importante. Je suis obligé de dire que j'ai quand même aimé dans ma vie des êtres merveilleux et qui sont très importants aussi. Pour moi, mon métier n'a pas renversé ça ou pris le dessus sur mes amitiés ou mes amours de la vie civile, parce que ça, pour moi, ça reste sans doute là aussi la chose la plus importante de sa vie. Et d'ailleurs, je pense qu'on commence à être un bon acteur quand on commence à comprendre qui on est, c'est-à-dire à savoir quelle vie on mène. Et pour le reste, non, il y a aucune. Rien n'est tracé. Je continue d'avancer totalement à l'aveugle. Oui, bien sûr qu'il y a une expérience qui se crée avec le temps et qui vous rassure un peu parfois ou qui vous donne des petites assurances, mais vraiment, et c'est ce que j'aime dans mon travail et dans mon métier, c'est que j'ai l'impression de repartir. Et c'est pas une formule, hein, c'est pas pour faire genre, c'est pas pour faire joli à la radio ou pour enfiler des perles. C'est vraiment, j'ai vraiment profondément le sentiment de toujours recommencer quelque chose et pire, de ne pas savoir. J'ai pas beaucoup, savoir. Oui, on parlera de la pièce qu'on joue en ce moment avec Evelyn Bouygues. On ne se mentira jamais. J'ai été très angoissé sur les répétitions de cette pièce et très, très, très sceptique sur ma capacité à pouvoir la jouer, très, très sceptique sur ma capacité à pouvoir jouer tout court d'ailleurs. Pourtant, vous savez, on a toujours peur, enfin je pense quand on est un tout petit peu conscient dans ce métier, on a toujours peur de vivre l'histoire de l'enfant qui vous désigne du doigt en disant le roi est nu. Et que quelqu'un dise, mais en fait, ce mec-là n'a aucun talent, qui rentre chez lui. C'est pour ça que les critiques font toujours mal. Même quand on en a vécu pas mal et qu'on a le cuir dur mais parce que profondément, on sait pas, en fait, ce qu'on veut. vous ouvrez cette voie, alors je vais vous suivre, Nicolas Briançon. Vous êtes en ce moment, et vous jouez avec les deux Arditi, je me permets, vous êtes en ce moment sur scène avec Evelyn Bouygues dans On ne se mentira jamais d'Eric Assous, qui lui avait valu le Molière 2015 de l'auteur francophone, sur une musique de Laurent Boutonnat que nous sommes en train d'entendre, une mise en scène de Jean-Luc Moreau, qui jouait d'ailleurs votre rôle il y a 10 ans dans cette pièce où il était aux côtés de Fanny Contenson. Vous êtes dans la salle Réjane, au Théâtre de Paris, depuis le 29 janvier, du mercredi au samedi à 19h et le dimanche à 15h30. Et moi, je sens une très belle énergie entre vous et Evelyne. On a la sensation que vous vous éclatez. Est-ce qu'une pièce comme ça, si bien écrite, malgré vos craintes, c'est un cadeau? C'est un cadeau qu'on m'engage encore, c'est un cadeau de me proposer des rôles, c'est un cadeau que j'ai encore la chance d'avoir des gens qui se disent tiens, on pourrait monter une pièce avec Briançon. C'est toujours un cadeau. Mais je vis ma vie comme un cadeau total. J'ai constamment l'impression d'être arrivé dans ce métier comme par effraction. Je me pose constamment encore la question de la légitimité. Donc le vivre et continuer à vivre de ce métier et me dire que j'aurais réussi quand même, alors que j'étais dans le fond un élève assez médiocre, un être qui ne savait pas très bien ce qu'il allait devenir, un garçon qui était un peu renfermé, timide, qui avait peu de contact avec les autres, me dire que j'ai réussi à dépasser certaines choses et à vivre de ce métier. Mais ça continue de m'émerveiller en fait. Mais c'est magnifique à chaque fois que vous venez nous voir, vous nous parlez toujours comme un enfant avec des yeux ébahis de ce métier qui le passionne, alors que vous êtes par monts et par vaux tout le temps. Vous êtes un vieux Nicolas monsieur. Alors que absolument vous êtes un vieux monsieur, mais mon vous vieux. faites mille Il serait temps de le Nicolas réaliser. Briançon. Non mais c'est vrai, vous avez raison, il serait temps de réaliser que j'ai 63 ans. J'essaye, hein, je vous assure que j'essaye. Je suis père de famille, j'essaye de remplir ce rôle vraiment. Ça aurait été l'autre grande affaire de ma vie. Ce que je veux dire, c'est que vous pourriez avoir aisément la grosse tête que vous n'avez absolument pas, puisque vous êtes plein d'humilité. Mais parce que
Je pense qu'il faut être un peu bête pour avoir la grosse tête. Non pas que je suis intelligent, mon Dieu, mais c'est le cas. Oui, ça me paraît fou d'avoir la grosse tête. On va parler de la pièce, Oui. Nicolas Briançon, l'histoire de Serge et Marianne, un couple heureux, mariés depuis plusieurs années. Ils ont gardé leur complicité, leur tendresse aussi. Ils s'appellent d'ailleurs tout le temps. Pourtant, un accrochage automobile sans gravité va modifier le cours de leur existence. Et tout commence avec cet accident de voiture. Marianne rencontre le cousin de l'ex-voisine de son mari. Il lui demande ce qu'elle est devenue. Suspicieuse, elle sent que quelque chose s'est passé entre eux. Est-ce que l'instinct d'une femme restera toujours plus fort que tout ? Parce qu'il est question de ça aussi. Ah, vous me posez une question difficile. Je sais pas s'il y a une... Alors, pour être tout à fait honnête, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait une si grande différence entre l'instinct des femmes et l'instinct des hommes. En tout cas, moi j'ai toujours pensé, pour faire une petite parenthèse et qui nous ramène à la question, que les acteurs devaient toujours travailler sur leur féminité et les actrices sur leur masculinité. Rien ne m'horripile plus que les vieilles dames qui jouent les petites filles ou les mecs qui sont bêtement machos. Je trouve que c'est très beau dans un acteur, c'est cette capacité justement à... Ce qui n'a rien à voir avec la sexualité, on est bien d'accord. Et donc, je pense avoir autant d'instinct qu'une femme. Je suis pas sûr, c'est l'instinct en général. Je suis pas sûr qu'il y ait un instinct féminin, un instinct masculin. Mais en tout cas, je pense que vraisemblablement, dans le cas de cette femme, elle pense qu'elle a été trompée, mais en l'occurrence, elle se trompe. Elle ne sait pas. Et elle ne sait pas, elle enquête, mais elle se trompe. On va pas raconter la suite, mais non. Son instinct n'est pas complètement juste. Elle sent juste qu'il y a quelque chose. D'accord, on va dire ça comme ça. Mais ça, c'est le secret. Ça, c'est quand vous avez des secrets pour les autres. Alors, je ne sais pas si elle se trompe, Nicolas Briançon. Oui. On va rien dire. Tout le monde prend un petit air mystérieux dès qu'on aborde ces sujets parce que tout le monde a peur d'en dire trop, en fait. Bien sûr, mais on va apprendre au fur et à mesure. Et ça, je ne sais pas si on peut le dire. Il s'est passé quelque chose. Dire. Non, ça, on va juste avez dire le droit le de tout début dire. parce que ce ne sera pas tout. Mais on va apprendre au fur et à mesure que Serge, il a eu une relation avec une certaine Sophie Clébar. C'était il y a 25 ans. Oui. Il y a 25 ans, Marianne. C'est ce que vous lui dites sur scène. Alors qu'il avait juré que non. Et c'est ce petit grain de sable qui va enrayer l'harmonie du couple et installer le doute peut-être sur toute la suite. Parce que ça, finalement, ça n'a pas grande importance. Ça installe la pièce. Mais c'est tout ce qui va se passer ensuite. C'est ce qui va se passer dans ce couple où le mensonge devient un poison qui va remettre en cause toutes les bases du couple. Est-ce qu'un petit mensonge entraîne de grands mensonges ou cache forcément des mensonges ? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il faut mentir dans la vie, Cyril ? Est-ce que je peux vous poser cette question ? Vous êtes vilain parce que c'est la question qu'évidemment j'allais vous poser. Est-ce qu'il faut mentir ? Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il faut dire la vérité ou pas, plus que mentir ? Est-ce que vous voyez le piège dans lequel vous m'enfermez ? Ouais. Si des gens m'écoutent, qui me connaissent, et que je réponds oui, il faut mentir, ils vont me dire espèce de salaud, sur quoi tu nous mens ? Ouais. Je pense que chacun fait bien ce qu'il veut. Bien sûr, chacun fait bien ce qu'il veut. Et que je pense qu'il n'y a pas de réponse générale à donner là-dessus. Mais est-ce que selon vous, Nicolas Briançon, Oui, oh là il y a là, des gens je sens. aptes ou inaptes à entendre cette vérité ? Parce que c'est ce que vous soulevez dans cette pièce. Moi, je trouve que cette réplique d'Assous est assez juste. Oui, il y a des gens qui peuvent entendre la vérité et d'autres qui peuvent moins l'entendre. Après, est-ce qu'il faut renoncer à la dire parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas la vérité ? Je ne suis pas sûr. À mon avis, il faut quand même essayer de dire la vérité. Est-ce qu'on peut anticiper le fait de savoir si quelqu'un est apte ou inapte selon sa sensibilité, selon vous ? Est-ce que si on est très sensible, on est inapte ou on est apte ? Cyril, ce sont des C'est questions très philosophique. auxquelles je n'ai toujours pas de réponse. Alors, vous me demandez des choses impossibles. Vous Quelle me demandez... question philosophique. Non, mais est-ce qu'on sait, est-ce que vous savez, vous, dans le fond, alors vous allez me dire que vous savez parce que vous êtes jeune et que vous allez me dire que je ne mens jamais, je dis toujours la vérité, etc. Et je vous crois. Mais qui dit que ça sera le cas toute votre vie ? On n'en sait rien. C'est très juste. A priori, je n'ai pas trop l'occasion de mentir. Je ne suis pas un homme politique. Je n'ai pas de nécessité de mentir. J'essaye dans ma vie privée de pas
mentir, de mentir le moins possible, ou en tout cas pas de faire des mensonges importants. Je peux dire parce que j'arrive en retard que plutôt que de dire que je me suis pas réveillé, de dire qu'il y avait une panne de RER. Cette histoire, ça vous va, ça, comme réponse? C'est parfait, Nicolas. Non, vous attendiez Briançon. pas ça, je sens. Non, c'est très bien. Je sens qu'il y a une déception. Alors, sachez que je n'attends rien, justement. Je vous laisse en roue libre et c'est ça qui fait le sel de cette émission. D'ailleurs, votre personnage va se rappeler de cette femme qu'on évoque depuis tout à l'heure, où la mémoire va finir par lui revenir, cette fameuse Sophie Clébar. Puis il se souvient qu'elle était très belle. D'abord, il se souvient pas d'elle, mais finalement, il se souvient qu'elle était très belle, ce qui a le don de rendre dingue sa femme. Il commence à lui raconter qu'il a été pour elle un confort, un réconfort, un soutien. Et puis je t'ai rencontré et ça a été fini. Cette histoire-là, c'est peut-être un peu l'histoire de tous les ex avec les nouveaux arrivants, si je pourrais dire ça comme ça, où finalement on a toujours, qu'on soit un homme ou une femme, le doute et puis la crainte de cet ex, à savoir s'il a été plus aimé que nous ou pas. Alors moi, je suis totalement imperméable à la jalousie. C'est vrai. Ah ouais, alors je ne suis jaloux ni du passé, ni du présent, ni de l'avenir. Je suis dans une sorte de fatalisme par rapport à tout ça, avec lequel je vis très bien. Je ne suis pas jaloux des êtres qu'on a aimés. Ma compagne a rencontrés avant de me rencontrer. Je pense que l'inverse, en revanche. Je pense que c'est un peu féminin, pour le coup, pour pas généraliser. Je n'ai pas du tout ça. Je ne suis pas du tout du genre à fouiller dans les affaires, les téléphones, à chercher quoi que ce soit. Je suis l'inverse de mon épouse dans la pièce, du rôle que joue Evelyne. C'est-à-dire que vraiment, je ne vais pas à la recherche de ce qui pourrait me faire du mal. C'est ça. Et est-ce que ce rôle vous colle à la peau, Nicolas Briançon, finalement? Vous lui ressemblez quand je vous entends? N'essayez pas d'établir des parallèles, parce que très honnêtement, il y en a. Non, mais très honnêtement, il y en a pas. Enfin, tous les rôles nous collent à la peau. Mais ce sont des rôles. Bien sûr. Ce sont des costumes qu'on enfile. Il y a une part de nous, mais vous savez, quand je joue. On évoquait le procès Goldman, mais c'est le premier qui me vient quand je joue quand même Maître Garot, qui n'est pas le personnage le plus sympathique du procès. Oui, il y a une part de moi qui pourrait être ça, mais on a une part en nous qui peut être tout. Qui peut être tout, évidemment. Marianne, dans cette pièce-là, se demande donc ce que cela aurait été si elle ne l'avait pas quitté, s'il ne l'avait pas quitté, s'il l'a quittée, s'il pense à elle. Comment ça s'est passé? Elle se demande même si elle n'avait pas été le choix idéal, mais le remplacement dans cette histoire d'amour. C'est elle qui a rompu, tu as été déçue. Voici ce qu'elle va vous dire. Elle veut savoir ce qui se serait passé si tout ne s'était pas passé de cette manière. Et est-ce que la pièce nous le dit vraiment au fond? C'est la grande question que je me suis posée. Est-ce qu'on sait ce qui se serait passé si... Mais non, mais c'est ce qui répond. Personne n'en sait rien. On est dans l'extrapolation, c'est ce qui lui répond. Elle veut tenter de comprendre et jusqu'à la fin, si je puis me permettre. Oui, mais ça, c'est qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas... Vous savez, je parlais l'autre jour de la chance qu'il faut aussi pour faire le métier que je fais. C'est-à-dire qu'il y a du talent, il y a du travail, il y a de l'envie, il y a des débrouillardises, il y a un peu, si ce n'est d'intelligence, du moins d'instinct. Mais il y a aussi de la chance. On parlait tout à l'heure, je parlais en attendant l'émission de la Comédie Française, Auguste Maison dans laquelle j'ai travaillé. J'arrivais moi d'une troupe de province, etc. J'étais là depuis 15 jours. J'habite rue d'Hauteville dans le 10e. Je marche sur le trottoir de gauche et puis j'ai faim. Je traverse. Je vais à la boulangerie pour m'acheter un croissant. Dans cette boulangerie, je croise un type que j'ai connu en cours de théâtre et qui me dit « Ah, mais je suis assistant d'Yves Gasque à la Comédie Française, viens passer l'audition. » Je vais passer l'audition et je suis pris. Je ne traverse pas cette rue. Nicolas Briançon. Peut-être que tout mon métier est différent. Peut-être que j'ai arrêté ce métier d'ailleurs. Peut-être que je fais autre chose. Nicolas Briançon, le bonheur comme le drame repose-t-il sur des hasards? Oui, bien sûr. C'est ce que vous dites sur scène. Pas que sur des hasards. Je crois qu'on ne peut pas tout résumer en disant c'est le hasard, c'est la chance. C'est le bonheur. Non, bien sûr, c'est le travail. Oui, c'est la volonté. Oui, est-ce que la chance se présente parce qu'on la suscite, parce qu'on la provoque, parce qu'on va la chercher avec les dents? Aussi un peu. Mais il y a une part de chance dans nos métiers. Ne serait-ce que dans les rencontres qu'on fait.
Alors, après, la chance, elle est relative, parce que là, par exemple, je me dis, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai traversé pour aller à cette boulangerie, ce qui m'a permis, dans le fond, d'entrer à la Comédie Française. Il a quand même fallu que je fasse une audition. Je suis pas rentré tout de suite de la boulangerie à la Comédie. Il n'y avait pas une porte au fond de la boulangerie. Bon, mais peut-être que si j'avais continué 50 mètres sur le même trottoir, je croisais Spielberg, qui m'engageait pour un premier rôle et que ma vie aurait été différente. Donc, on peut pas savoir. Ça sert à rien je pense que ces questions sont inutiles. Je pense qu'en ça, je parle du personnage féminin qui m'accompagne dans la pièce, le rôle que joue Evelyne, elle se trompe. Pourquoi elle se trompe de combat? Parce qu'on ne peut pas refaire les choses, on ne peut pas réécrire l'histoire. Et ça ne sert à rien. Est-ce que vous pensez que quand on veut justement réécrire cette histoire, c'est le meilleur moyen de la massacrer? C'est ce qui se passe. Peut-être, peut-être pas. On va pas tout dire, Nicolas Briançon, dans cette pièce-là. Si, on peut dire ça. Mais en tout cas, ce que vous dites, vous, sur scène, c'est que la vie, c'est savoir évoluer, passer à autre chose. Oui, ça, c'est le discours du lâche qui veut surtout se changer de sujet de conversation. Mais qu'est-ce que vous pensez de votre personnage, Nicolas Briançon? Est-ce que c'est quelqu'un de bien pour vous? Par principe, très honnête, je ne vous fais pas une réponse de Normand, parce que c'est la vérité. C'est une émission que j'aime beaucoup parce qu'on a un peu de temps, on peut être honnête, on peut se parler, quoi, on peut dire les choses, on peut essayer de développer des choses un peu plus complexes que parfois les réponses très rapides qu'on doit donner dans des interviews de promo, entre guillemets, sur les spectacles. Quelle était la question déjà? Pardon, je me perds dans mes incidents. Votre personnage, comment vous le définissez? Alors, moi, par définition, j'aime toujours mes personnages parce que c'est mon travail. Bien sûr. De les aimer. De les défendre, en tout cas. Bien sûr. Et de ne pas avoir de jugement. Parce que si j'ai un jugement sur eux, je les caricature. Je les prends de l'extérieur. Ce qui m'importe, c'est de les prendre par l'intérieur, c'est-à-dire par leur démarche à eux. Et lui, il se vit pas en salaud, il se vit pas en menteur, il se vit en homme acculé. Il se vit en victime. Est-ce que c'est finalement la vie je ne vais pas dire de tout homme ou de toute femme, mais est-ce qu'on passe pas tous un peu par là, d'une certaine manière? Je ne sais pas, Cyril, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Moi, je dirais peut-être que oui, parce que la pièce, elle est fabuleuse. C'est ce que j'ai envie de dire à nos auditeurs, que c'est extrêmement bien écrit, qu'on passe par un panel d'émotions assez incroyable, avec la femme qui est suspicieuse, avec l'homme qui essaye de s'en défendre. Alors forcément, chacun avec ses armes essaye de se défendre et de lutter avec des questions et des réponses, mais on s'y retrouve tous quelque part. Ah oui, ça, je crois qu'on s'y retrouve tous. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que en fonction des salles, les réactions sont différentes. Notamment du côté masculin. Vraiment. Parce que du côté féminin, tout le monde est à peu près d'accord. Toutes les femmes se projettent en gros dans le personnage féminin, le défendent, récupèrent sa cause, sont avec elle et poussent avec elle, etc. Et c'est très bien. Donc, elles sont forcément un peu hostiles au personnage masculin, puisqu'il y a affrontement. Et je le sens, ça, quand on est en scène. On le sent dans les réactions, on le sent dans les petits commentaires qu'on entend parfois dans les rangs. Mais alors, chez les hommes, il y a deux catégories. Il y a ceux qui assument encore leur époque d'avant 2020. Et ceux qui l'assument plus du tout, et alors qui sont encore plus sonores que les femmes dans la salle pour protester contre les mensonges de ce garçon. Donc de temps en temps, je t'en de la part des mecs. Et je ris parce que j'imagine que tout ce numéro est fait pour prouver à leurs femmes à quel point ils désapprouvent cet horrible menteur. Et j'évite de regarder leur visage pendant qu'ils font ça pour ne pas les dénoncer. Nicolas Briançon, on passe tout de suite à la suite de cette émission. On revient dans un instant. J'ai encore quelques questions à vous poser sur cette pièce et pas seulement, évidemment. On pourrait passer 2 heures ensemble. Vous restez avec nous, avec mon invité aujourd'hui et mes chroniqueurs qui reviennent dans un instant. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. J'ai encore 1000 questions. Cyrielle Sarah-Cohen. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina.
Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, les négociations entre les États-Unis et l'Iran devraient se tenir finalement à Oman et non à Ankara, selon une source arabe. Washington aurait accepté la demande iranienne de changer le lieu des discussions qui sont encore en cours sur la participation de pays arabes et musulmans de la région au pourparlers. La Maison-Blanche n'a pas souhaité commenter ces informations. En représailles, Tsahal a frappé Bilal Abou Assi, membre du Hamas, commandant de l'attaque de Nir Oz le 7 octobre. Tsahal affirme avoir pris des mesures pour limiter les dommages aux civils, mais reconnaît que certains, dont un membre du personnel médical, ont été touchés. Le Hamas réfute avoir ouvert le feu sur les troupes de Tsahal dans le nord de Gaza, blessant un officier de réserve. Tsahal a répondu par des frappes aériennes. Dans un communiqué, le groupe terroriste qualifie les accusations israéliennes de prétexte pour continuer à tuer notre peuple et accuse Israël de saboter le cessez-le-feu. Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a rencontré Maria Corina Machado, figure de l'opposition vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix, pour discuter de l'avenir politique du Venezuela. Les discussions ont abordé la situation régionale et les répercussions de l'opération américaine Absolute Resolve. De son côté, Maria Corina Machado a décrit l'entretien comme constructif et a affirmé que le Venezuela cherche à redevenir un partenaire fiable pour les démocraties. L'émissaire de Donald Trump à Minneapolis annonce le retrait immédiat de 700 policiers de l'immigration dans la ville. En France, après l'attaque au couteau à Sanary-sur-Mer hier, l'adolescent de 14 ans reconnaît avoir poignardé l'enseignante et prémédité l'agression de sa professeure. L'état de santé de l'enseignante demeure préoccupant selon le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Il estime par ailleurs qu'il y a un combat global à mener et qu'il faut réfléchir collectivement à une réponse face aux violences qui visent le personnel de l'Éducation nationale. Et merci beaucoup Nina, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Nicolas Briançon et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour, c'est David Revaudalon. Retrouvez-moi tous les jours du lundi au jeudi à 7h45 pour l'interview politique de Radio J. France, gouvernement, assemblée, campagne électorale, Israël, international. Chaque matin, un invité politique pour comprendre les grands enjeux contemporains à 7h45 dans le 6-9 uniquement sur Radio J. Radio J. Voyagez en toute confiance avec El Al. Pour toute nouvelle réservation, profitez de l'annulation jusqu'à 48 heures avant le départ sous forme d'avoir du montant total du billet. Et tout ça sans frais. Offre valable pour toute nouvelle réservation jusqu'au 9 février pour des départs et retours jusqu'au 17 mars inclus sur tout le réseau international d'El Al et de Sundor. Hors billet, light et bonus. Offre soumise aux conditions générales disponibles sur le site web d'El Al. Réservez vite sur elal.com ou via votre agence de voyage habituelle. El Al, plus qu'une compagnie aérienne, c'est Israël. Vous avez entre 18 et 35 ans? Vous avez un projet à potentiel éthique et économique contribuant à améliorer la société ou la planète? Judaïsme en mouvement lance son 5e appel à projet J'aime ta start-up. Envoyez vos candidatures sur judaïsmemenmouvement.org. Jusqu'au 31 mars, candidatez au programme J'aime ta start-up et bénéficiez de coaching avec des professionnels de l'entrepreneuriat pour tenter de gagner la bourse Marcamont de 15 000 €. N'attendez plus, rendez-vous sur judaïsmemenmouvement.org. judaïsmemenmouvement.org. La journée est belle. Vous écoutez Radio J. Mon bébé, חזרנו לטעות הזאת עוד פעם את לעולם לא תשתני את זה הבנתי בגלל זה עזבתי maintenant c'est fini entre toi et moi. Vous écoutez Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J.
את מי אתה חושב שאתה מפחיד, ואם אתה לא מתכוון להרים לי תוריד את התמונות מהפיד, ואם יש לך מה להגיד כפרה תגיד, שירה לך ככה שאני בטוב ושאין לך בלילה את מי לאהוב, אתה יודע שאין לך סיכוי מול הפה שלי ממי כי אני חתולת רחוב. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Nicolas Briançon pour la pièce On ne se mentira jamais d'Eric Assous, mise en scène Jean-Luc Moreau avec Evelyne Bouix et au Théâtre de Paris évidemment. Finalement, je vais résumer Nicolas Briançon. C'est peut-être l'histoire d'une femme qui a envie de tester son amour aujourd'hui ou peut-être donner une réponse à son mari, peut-être une réponse qu'il attend au fond sans forcément qu'il ne le sache lui-même ou bien peut-être qu'elle veut aussi être sûre qu'elle est, elle, le bon choix de sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, Cyrielle. C'est vrai ? Oui, je réfléchis. Oui, bah, ça dépend de quel point de vue on se place. C'est toujours pareil, non mais... je suis pas sûr qu'il est... Par exemple, je parle de mon personnage, je suis pas sûr qu'il ait ce point de vue si bienveillant et si généreux sur elle à la fin de la pièce, par exemple. Oui. C'est vrai que moi, je me positionne en femme, là, pour le coup. Oui, mais c'est bien. Et c'est normal. Et puis, c'est le point de vue de la pièce, d'une certaine façon. La pièce est quand même une pièce, et oui, on peut le dire, féministe au sens très large du terme, mais on accompagne, je crois que le public accompagne cette femme tout au long de cette enquête, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Finalement, c'est une enquête quasi policière. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Une phrase à retenir, je me permets, et je ne vais absolument pas contextualiser volontairement parce que ça dirait peut-être ou pas beaucoup de choses. Une phrase, et vous allez me corriger si je me trompe, je préfère être avec une moitié de toi dont je suis folle plutôt qu'avec un homme qui me donne tout et avec qui je m'entends. Alors, la phrase exacte, pardon, c'est je préfère... C'est une... Alors oui, mais je peux pas... On contextualise pas. Voilà. Donc, je préfère être la seconde avec un homme dont je suis folle que la première avec un homme avec qui je m'entends. Voilà, je trouve que c'est pour moi la phrase un peu clou du spectacle. C'est une phrase un peu triste. Merveilleuse. Une phrase un peu triste. Vraiment une temps, phrase non merveilleuse. Mais c'est triste. Très triste, bien sûr. Après, ça dépend évidemment où on se positionne. Dans le reste, on ne dira pas tout, évidemment. Nicolas Briançon, vous êtes sur scène en ce moment avec ce spectacle-là, mais aussi avec Je me souviens de presque tout, aux côtés de Pierre Arditi, bien sûr. Alors, vous êtes dans la Arditis Family en ce moment. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes en petite pause en ce moment. C'est une pièce d'Alexis Macquart au Théâtre Montparnasse. Vous ne chômez pas. Vous êtes en relâche jusqu'au 13 février pour, j'imagine, jouer On ne se mentira jamais. Vous allez me corriger si je me trompe. Et cette pièce va reprendre dans quelques jours. Alors, les choses sont faites un peu par hasard. D'abord, la proposition de la pièce avec Evelyne est arrivée après la proposition de la pièce avec Pierre, un peu par hasard. Et tout à fait par hasard, et c'est très bien tombé. Pierre avait quelques dates de tournée d'une pièce qu'il a jouée l'année dernière, qui s'appelait Le Prix. Et donc, il fallait qu'on arrête de jouer le 25 janvier pour qu'il puisse commencer sa tournée. Et du coup, on a commencé, nous, à jouer avec Evelyne dans cette période. Comme ça, j'ai 15 jours de représentation avec Evelyne, à peu près au calme. Et puis, à partir du 14 février, je jouerai les deux pièces en même temps. Enfin, une à 19h au Théâtre de Paris, une à 21h au Théâtre Montparnasse. C'est sport. Ça va être marrant, c'est rigolo. Encore, heureusement que j'ai dans mon métier encore des espèces de folies comme ça qui se passent. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce métier. C'est pour faire des choses qui sont pas habituelles. Oscar Wilde disait « Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais ». C'est bien vrai. Par la suite, vous allez retourner au théâtre ou faire une petite pause, Nicolas Briançon ? Non, je vais faire une petite pause. Enfin, une petite pause, oui. À partir du 17 mai, à part quelques dates de festival avec la pièce avec Pierre, je serai en pause. Et puis, je mettrai en scène une pièce à la rentrée au Théâtre Tristan Bernard avec une distrib merveilleuse, Anne Charrier, François Vincentelli, Julien Boisselier, Émilie Camp, d'une pièce d'une jeune auteure qui s'appelle Fanny Grulian et qui est formidable, qui est complètement déjantée. Et donc ça, je mets ça en scène, ça commence vers le 10 septembre. Et après, je touche plus au théâtre pendant un an. Voilà. Pendant un an, une petite pause, mais peut-être qu'on vous verra au cinéma. J'espère. Ou à la télévision. Récemment, vous avez vu dans Meurtre à Millau sur France TV.
Bravo, Et on vous verra le 13 février à 21h sur France 4 avec le Canard à dans l'Orange. la 2750e rediffusion du Canard à l'Orange. Je crois qu'avec le Canard à l'Orange, on va pouvoir bientôt concurrencer la Grande Vadrouille et j'en suis extrêmement fier. En attendant, pour nos auditeurs qui voudraient rentrer en formation, je tiens à le dire, c'est important, du 7 au 17 avril, sous le thème de Shakespeare, la compagnie Nicolas Briançon pour un stage avec vous. Et j'aimerais que vous puissiez nous en parler pour savoir qui sont les bienvenus à cette formation, Nicolas. Tout le monde est le bienvenu. J'adore, j'aime beaucoup faire. Voilà, j'ai pas le temps, hélas, mes activités, mon métier m'empêche d'être prof à l'année. On parlait tout à l'heure du cours de Raymond Acquaviva, qui est un très bon cours de théâtre. Je peux pas, j'ai pas le loisir d'être tout, mais j'adore transmettre. J'adore transmettre. Pourquoi ? Parce que j'apprends, et c'est vrai, hein, c'est pas genre, parce que j'apprends beaucoup en fait en transmettant. C'est un miroir sur lequel on peut travailler en fait en permanence, et c'est très très intéressant. Et c'est très intéressant de pouvoir transmettre quelques règles, parce que je pense que contrairement à ce qu'on peut penser parfois, c'est un métier. Je parle essentiellement du théâtre, hein, dans lequel il y a des règles. Voilà, en tout cas, pour aborder certains textes, il y a des règles. Que ces règles-là ne s'apprennent plus très souvent, finalement. Et que je pense que c'est bien que, comme j'ai moi-même appris de grands profs, vous savez, je pense qu'on apprend bien que ce qu'on a bien appris. Parce que c'est essentiellement ça qu'on transmet, en fait. Et donc, les conseils de Michel Bouquet, les conseils de Darnel, tout ça, c'est dans ma tête en permanence, ou de Roland Bertin, avec qui j'ai joué, c'est dans ma tête en permanence, et j'adore transmettre ça aux élèves et essayer de trouver avec eux le moyen de les libérer, finalement, le moyen de les faire arriver à ce qui me paraît être la justesse du jeu. Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus. Le stage est ouvert à tout le monde, plutôt aux professionnels, plutôt aux gens qui se destinent à ce métier. Ce que je demande est peut-être trop compliqué pour être assumé par des débutants, des amateurs. Je parle pas de débutants, je parle d'amateurs. Je pense que c'est surtout dans quelle optique on s'inscrit. Si on veut être un comédien professionnel, c'est une chose. Si on veut être un comédien amateur, c'est merveilleux et c'est génial et c'est très chouette. Et heureusement qu'il y a du théâtre amateur. D'abord, ça forme un public, c'est très important. Ça forme des gens qui ont le goût du théâtre. Ça crée l'envie du théâtre partout et c'est génial. Mais c'est quand même deux choses très différentes. Parce qu'en faire son métier, c'est un choix. C'est se jeter dans le grand bain sans bouée. Vous comprenez ? Et c'est pas la même chose que de tenir la barre du maître nageur sur 50 mètres. Si je peux me permettre cette comparaison qui n'est pas très bonne, mais qui vaut ce qu'il vaut. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait la démarche d'être acteur professionnel, même s'il débute, il va se mettre dans une logique de travail. Un amateur, il a son boulot, il fait ça pour le plaisir, c'est pour rigoler, c'est pour se détendre, c'est pas pour s'emmerder, c'est pas pour se prendre la tête, pour se prendre le chou. Or, on travaille quand même dans les stages. Voilà. Nicolas Briançon vous emmène au cinéma. Radio J. Et tout de suite, ce sont les sorties cinéma avec vous, Johanna Sultan. Bonjour. Bonjour Cyrielle, bonjour Nicolas Briançon. Bonjour. Alors cette semaine, je vous propose une sélection assez éclectique, mais avec de très belles choses. On va commencer avec Marsupilami. C'est le nouveau film réalisé par Philippe Lachaud et avec Jamel Debbouze, bien sûr. Oui, avec Jamel Debbouze, mais pas que, parce qu'on a un très très beau casting. On retrouve bien sûr la bande à Fifi, Tarek Boudali, Julien Arruti, Élodie Fontan, Rim Kérissi, mais aussi Alban Ivanov, Jean Reno, Gérard Jugnot, Didier Bourdon. Bref, un casting qui est aussi pensé pour parler à plusieurs générations. Alors Marsupilami, c'est l'histoire de David, un type un peu coincé, un peu dépassé, qui accepte un plan franchement douteux pour sauver son job, ramener un mystérieux colis depuis l'Amérique du Sud. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Il se retrouve embarqué sur une croisière avec son ex, son fils et surtout Stéphane, un collègue aussi maladroit qu'innocent, à qui David confie le fameux colis. Évidemment, le colis est ouvert par erreur. Et la surprise, à l'intérieur, pas d'objet dangereux, mais un adorable bébé Marsupilami. À partir de ce moment, la croisière se transforme en véritable chaos entre situations improbables, quiproquos et aventures incontrôlables. Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière. Y a un piège ? Et me ramener un colis en France. Il y a moins de contrôle en bateau qu'en avion. Il y avait un piège. Il y a 3 règles. Règle numéro 1. Ne jamais ouvrir le colis. C'est quoi ça ? Le Marsupilami. Voilà,
14 ans après le marsupilami d'Alain Chabat, c'est Philippe Lachaud donc qui se réapproprie le personnage. Un joli clin d'œil aussi avec Jamel Debbouze qui reprend le rôle de Pablito. Ce qui est assez drôle, c'est que Philippe Lachaud raconte qu'il avait été passer le casting à l'époque du film d'Alain Chabat sans être retenu. Finalement, il en a fait son propre film. On retrouve ce que la bande à Fifi sait faire de mieux avec Babysitting, exactement, ou Alibi.com, des films qui avaient rassemblé plus de 2 millions de spectateurs, un humour populaire, très rythmé, qui assume pleinement ses références. Et justement, le film s'amuse avec le cinéma qu'on a tous en tête. Il y a des clins d'œil parodiques très lisibles à Jurassic Park, Titanic, Matrix, E.T., Le Grand Bleu, des références qui fonctionnent à 2 niveaux, pour les enfants comme pour les adultes. Au final, c'est un film intergénérationnel, pensé pour toute la famille, et surtout un film où l'on sent une équipe qui s'est vraiment amusée, et ça à l'écran, ça se voit. Évidemment. Alors on va changer complètement de registre avec le nouveau film de Valérie Donzelli. Après L'amour et les forêts, elle revient avec À pied d'œuvre, porté par Bastien Bouillon. Oui, À pied d'œuvre, c'est l'histoire d'un homme qui écrit, un homme qui décide de se consacrer entièrement à son travail d'auteur, coûte que coûte. Et à mesure qu'il s'enferme dans cette exigence, sa vie matérielle se fragilise. Il glisse vers la précarité, s'éloigne des autres, devient difficile à comprendre pour son entourage. Mais lui continue, parce qu'écrire n'est pas un choix de confort, c'est une nécessité. On écoute un extrait. Je comprends pas pourquoi tu t'entêtes à faire ces boulots de merde. C'est peut-être le prix de ma liberté. C'est au moment où j'ai épuisé mes économies, sans espoir immédiat de les renouveler, que j'ai pris conscience que je devenais pauvre. Paul, t'es pas un vrai pauvre. Pourquoi t'écrirais pas un truc qui marche? C'est votre métier, le bricolage? Complètement taré. Vous avez pas trop la tête à faire ça. N'importe quoi d'autre. Espoir, comment t'en es arrivé là? J'ai pas envie que tu finisses à la rue, comme un clochard. Du moment que j'écris. Voilà, À pied d'œuvre, c'est l'adaptation du roman autobiographique éponyme de Franck Courtès, publié en 2023, et notons que le scénario du film a été récompensé à la Mostra. Alors ce qui touche beaucoup dans ce film, c'est cette quête de sens, cette recherche de sa propre vérité. On suit un homme qui choisit d'écrire non pas pour la reconnaissance ou le succès, mais parce que c'est pour lui un besoin vital. Et ce choix le rend profondément libre, mais incompris. Il échappe à son entourage qui ne comprend pas cette exigence, ce besoin de liberté, et qui au fond le jalouse peut-être un peu. Le film montre très justement que l'épanouissement d'un artiste, c'est sa capacité à rester fidèle à ce qu'il est. Et Valérie Donzelli aime rappeler cette phrase de Victor Hugo qui résonne particulièrement avec son film « Il faut du courage pour être artiste ». On va finir et on va quitter les salles obscures pour les salons feutrés et les bals mondains. Et oui, avec Bridgerton qui est de retour sur Netflix avec une saison 4 découpée en 2 parties. Alors les 4 premiers épisodes sont déjà disponibles et la seconde partie est attendue pour le 26 février. Cette nouvelle saison se concentre sur Benedict Bridgerton et prend des allures de conte de fées, presque une histoire de Cendrillon. Lors d'un bal masqué, il tombe amoureux d'une jeune femme mystérieuse sans connaître sa véritable identité. On retrouve tout ce qui a fait le charme de la série, les décors somptueux, les costumes, les regards, les non-dits et cette romance empêchée par les conventions sociales. Alors ces 4 premiers épisodes sont élégants, romanesques et agréables à suivre. La suite devrait quitter le registre du conte de fées pour aller vers quelque chose de plus frontal. Les masques tombent, les différences de classe s'imposent et la question centrale devient alors jusqu'où peut-on aller par amour quand le monde s'y oppose. Après un petit coup de mou de la série à mon goût, cette première partie de la saison 4 est assez réussie et on a hâte de découvrir la suite. Merci beaucoup Johanna Sultan pour cette chronique. On se dit évidemment à la semaine prochaine sur Radio J. Qu'est-ce que vous allez regarder, Nicolas Briançon? Je sens que le deuxième film vous a particulièrement intéressé de Valérie Donzelli. Sans doute le film de Donzelli. Je dois dire que j'ai tellement bossé ces derniers mois que j'ai vu peu de choses. Je suis un peu limité aux films sur les plateformes ou sur les chaînes quand je tombe dessus le soir tard en rentrant du théâtre et que j'ai besoin de redescendre un peu après la représentation. Mais le dernier truc que j'ai vu, mais parce que j'ai travaillé dessus, c'est Le Mage du Kremlin, très beau film. En fait, je l'ai vu parce que j'ai doublé Jude Law dans qui fait Poutine. D'accord, ok. C'était assez marrant je fais très peu de doublage, j'ai dû faire 3 films dans ma vie de doublage, mais je trouvais que c'était assez marrant de jouer Jude Law qui joue Poutine. C'était assez rigolo. On imagine bien Nicolas Briançon. Vous imaginez en Poutine? Tellement pas, mon Dieu. Merci beaucoup Johanna Sultan. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Jordan Malka. Le billet du jour. Bonjour Jordan. Salut Cyrielle, salut Nicolas, Bonjour. Salut à tous. Comment ça va? Alors avant toute chose, je voudrais remercier Cyrielle car c'est grâce à elle si je suis là aujourd'hui. Elle m'a demandé de venir faire un billet d'humour, donc c'est une grande première pour moi aujourd'hui à la radio. Aussi, il faudra être indulgent.
Mon cher Nicolas, vous jouez Mon cher Nicolas, vous jouez en ce moment au Théâtre de Paris dans On ne se mentira jamais aux côtés d'Evelyn Wicks, une pièce d'Éric Assous mise en œuvre par Jean-Luc Moreau. Alors, en lisant le titre de la pièce, je me suis posé une question. Qui n'a jamais menti ? Et je pense qu'on peut répondre sans se tromper. Personne. Mais alors, pourquoi ce besoin de mentir ? C'est ça la vraie question. J'ai identifié plusieurs réponses. On ment pour se protéger. C'est pas moi, c'est lui. On ment pour éviter un conflit. Oui, mais elle te va ravir cette nouvelle coupe de cheveux. On ment pour se valoriser. J'ai eu le bac avec mention très bien. On ment pour obtenir un avantage. Je suis un très bon client, mais il faut me faire des prix. Ou tout simplement, on ment par habitude. C'est un peu la vérité si je mens. On peut donc comprendre pourquoi l'homme ment, mais le mensonge règle rarement le vrai problème. Pour Dieu aussi, c'était une évidence. Tout le monde ment un jour ou l'autre. Alors, il en a fait un commandement. Tu ne mentiras pas. Et comme on est sur Radio J, moi j'ai appelé un rave, le rave David Cohen, pour nous parler du mensonge selon la Torah. Il est là aujourd'hui avec nous. Bonjour rave. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Avec votre permission, Birchut Mora et Rabotai, voilà un sujet très important, n'est-ce pas ? La Torah condamne explicitement le mensonge. Elle va plus loin. Elle nous ordonne de nous éloigner du mensonge. La Torah ne dit pas seulement ne mens pas, mais éloigne-toi. C'est quoi éloigne-toi ? Ne reste pas à côté ? Non. C'est ne commence même pas par arranger un détail ou dire une demi-vérité, car un petit mensonge entraîne un autre, et tu ne pourras plus en sortir. Ça montre quoi ? Ça montre que le mensonge est particulièrement grave et corrosif. Alors pourquoi c'est si grave ? Parce que le mensonge détruit la confiance. Et la confiance, c'est le fondement de toute relation humaine. Quand un homme ment, il ne trompe pas uniquement l'autre, il finit par se tromper lui-même. Pour illustrer mon propos, j'ai préparé un machal, une parabole. Un jeune berger gardait son troupeau. Pour s'amuser, il cria « Au loup, au loup !» Les villageois coururent pour l'aider, mais ne trouvèrent aucun loup. Ils repartirent mécontents. Un jour, un vrai loup apparut. Le berger cria de toutes ses forces, mais cette fois, personne ne vint. Le loup attaqua le troupeau. Le mensonge détruit la confiance. Quand la vérité a vraiment besoin d'être crue, elle arrive trop tard. Le machal, il est clair ? Ah, très clair, bravo. De plus, ça brouille la vérité. Et la vérité, c'est un attribut divin. Le Talmud nous apprend que le sceau de Dieu est la vérité. Mentir, c'est donc s'éloigner spirituellement de Dieu. Chasvé shalom, que Dieu nous en préserve. Dans un couple, une petite fissure apparaît. On la cache pour éviter une discussion. Avec le temps, cette fissure devient une brèche. De là, nos sages nous enseignent, ce n'est pas la vérité qui casse un couple, c'est ce que l'on cache trop longtemps. Mais à la fin, le mensonge finit toujours par se retourner contre celui qui ment. Tu montes, tu descends, c'est comme ça. En parlant de monter-descendre, j'ai pour habitude d'enseigner à mes élèves que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité l'escalier. Ça nous apprend quoi ? Ça nous apprend que même si elle met plus de temps, la vérité finit toujours par arriver. Le mensonge peut sembler utile à court terme, mais la Torah nous enseigne que seule la vérité construit durablement la personne, les relations et la bénédiction. Vous avez vu comment le chidouche, il est atsoum, comment l'enseignement, il est merveilleux, mon cher Nicolas ? Si vous le voulez bien, j'aimerais terminer par une bénédiction. Je vous souhaite, Nicolas, une grande réussite avec cette pièce, qu'Hachem Yitbarach vous envoie beaucoup de spectateurs et que ce soit un grand succès. Enfin, avant de vous laisser, je voulais savoir si vous pouviez aider nos institutions tous les deux en faisant un don. On ne demande pas grande chose, hein. On ne demande pas la lune, c'est pas un olam, c'est pas un monde. Juste un petit quelque chose. Je vais pas mentir, non. Mais on vous fait un reçu Serfa. Vous savez, comme on le dit dans la Torah, il y a Issarar et Zebouloun, celui qui travaille et celui qui étudie. Allez, faites un effort. Nicolas, Cyrielle, aidez-nous. On va faire quelque chose. Merci mille fois pour cette première chronique, Jordan Malka. On se dit à très vite, à lundi sur l'antenne de Radio J, bien sûr. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Vous connaissez l'émission Nicolas, je ne vous dis rien, les auditeurs aussi. Bonjour Véronique Zana. Bonjour Cyrielle, bonjour Nicolas. Bonjour. Et allons-y, démarrons. Ce que j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est que ce petit garçon qui se retrouve avec tellement de liberté, beaucoup de solitude et pas beaucoup d'étayage finalement, eh bien le moment où quelque chose se révèle, c'est un lieu.
c'est le théâtre. C'est là où vous dites, c'est ici que je vais être. Parce qu'il y a des dénivelés, il y a la fosse, il y a la scène, il y a les danseuses, il y a tous ces gens. Et d'un coup, vous avez le lieu et la structure. Et on sait à quel point le lieu peut parfois être comme une seconde peau et faire avancer dans ses choix de vie. Donc ça, c'était quelque chose de très vitalisant que vous avez dit, c'est là que je veux être. Et est revenu un petit peu après, parce que quand même, vous êtes un homme qui porte un nombre incroyable de questions. Alors c'est cette foultitude de questions qui, à mon sens, sont à la fois des endroits où vous poussez pour essayer de savoir, et puis finalement, pas forcément envie de complètement savoir parce que ça me permet de continuer d'avancer. C'est aussi l'avantage de pas fermer un trou. Vous savez que le trou est cher aux psychanalystes. C'est ce qui permet de poursuivre et de n'être jamais dans la complétude. Et bien là, c'est votre truc. Et on a beaucoup parlé de mensonge et de vérité. Alors, en psychanalyse, on dit que le mensonge, c'est un mi-dire. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas se dire complètement, mais ça dit quand même quelque chose. Et la vérité, au fond, elle est assez compliquée à attraper, puisqu'il y a toujours une partie qui se cache, on ne sait où. Mais ce qui est important pour vous, et ça c'est bien souligné, c'est que les amis et l'amour, ça, il n'est pas question de le mettre à part. Au fond, c'est peut-être là que réside votre vérité. Elle est ailleurs de ce métier qui permet de réinventer, de jouer. Le fondement, c'est les amis et l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi entendu de vous? Parce que c'était quand même assez riche dans toutes ces questions que vous vous posez, que vous le voyez, que bien sûr, la vie, c'est un cadeau. Et ça, vous ne le refusez jamais. Quoi, on veut encore de moi, on veut encore me proposer des trucs merveilleux. Oui. Et puis... je suis pas un vieux monsieur? Non, vous n'êtes pas un vieux monsieur. D'ailleurs, le nom, vous savez extrêmement bien le dire. Vous l'avez dit encore tout à l'heure. Quelque chose d'extrêmement bien martelé. Donc, non, vous n'êtes pas un vieux monsieur. Non, il n'y a pas qu'un rôle à jouer pour vous. Et vous avez su entendre, ce qui est quand même pas dans le panache de tout le monde. Alors, vous avez appelé ça féminité, on appellerait ça plutôt le féminin. C'est cette partie de soi, cet étrange truc, altérité qu'on a, qui est pourtant familière, mais que bien évidemment, les hommes, d'ailleurs comme les femmes, parce qu'une femme ne sait pas toujours attraper son féminin, eh bien vous en avez entendu quelque chose dans, finalement, ce que vous n'arrivez pas à attraper et qui vous permet de rester ouvert à tout ce qui peut être curieux, incongru, et qui pose question. Donc vous êtes de ce côté-là avec une plasticité, quelque chose d'extrêmement malléable, qui est au fond très joyeux et très rebondissant, un peu comme ce petit marsupilami qu'on a entendu tout à l'heure. Il faut aussi dire que le mensonge est extrêmement créatif. Et penser à dire, moi, finalement, j'avais une panne de RER quand on est en retard, c'est peut-être déjà le début d'inventer une petite histoire. J'en ai fait des mieux. Oh, je vous fais confiance. Nous ne dirons pas tout. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait encore conclure, parce que moi j'avais pas envie d'arrêter là, mais allons-y, au passage quand même que l'honnêteté c'est la complexité sans jugement. Mais qu'est-ce qu'on a appris de vous aujourd'hui sur Radio J? C'est justement que la multitude des questions, c'est un chemin, et que c'est le fil de l'équilibre qui donne ce relief à la vie, qu'il est vitalisant et structurant de cultiver sa part de féminin, ce côté étrange et autre, que l'essentiel, ça reste les amis et les amours, et que c'est là la vérité fondatrice, et que l'éternelle jeunesse ne réside pas dans le statut de père ou être un vieux monsieur, mais cette curiosité, ce rire, et surtout ce qui ne cesse pas de ne pas se dévoiler. Merci beaucoup Véronique. Je vous dois combien? Notre psychanalyse que l'on retrouve tous les mardis et tous les mercredis sur Radio J. À la semaine prochaine. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Nicolas Briançon. C'est vrai. C'était un bonheur de vous avoir pour nous parler notamment d'On ne se mentira jamais d'Eric Assous, mise en scène Jean-Luc Moreau avec Evelyne Bouix au Théâtre de Paris. Merci beaucoup, Nicolas Briançon. Merci à vous, j'adore cette émission. C'est vrai, elle est très agréable. Mais je dis une chose encore sur le mensonge, c'est que c'est mon métier, c'est mentir. C'est mon travail d'acteur de mentir. Je dis souvent quand je fais des stages, vous devez mentir à votre partenaire, vous devez lui faire croire que vous êtes le personnage que vous incarnez. Il doit croire que vous êtes le personnage que vous incarnez. Et si lui croit que vous êtes le personnage que vous incarnez, alors le jeu va pouvoir commencer
à se dérouler. On est un métier de menteur. Merci beaucoup Nicolas Briançon. On se dit à demain dès 15h sur Radio J.